Allez, il est 11 heures, on va commencer. Tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais encore faire une fois un rappel pour ceux qui sont déjà présents, ça fait beaucoup de rappels, je suis désolé, hein. On est sur un format un peu particulier, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec moi directement. Si vous souhaitez en fait poser des questions ou me faire part de vos remarques, vous pouvez le faire en utilisant le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc je ne pourrais pas en fait dépanner tout le monde, ou en tout cas stopper régulièrement la présentation si chacun ou si quelques-uns ont des problèmes techniques. Si c'est général, j'essaierai de corriger, mais sinon, sachez que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé certainement sur YouTube. Donc, pas grave si vous êtes déconnecté ou autre, vous pourrez toujours bénéficier de la vidéo en suivant. Euh, Aujourd'hui, la thématique, alors c'est le premier webinaire juste après les vacances d'été pour nous, euh, vacances d'été post-confinement, un peu particulière comme tout le monde j'imagine. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter un peu ce qui se fait par rapport à la digitalisation de la formation. Deux points à aborder principalement. Le premier, ça va être d'un point de vue théorique, sous forme de slide, vous présenter les différents points importants qui concernent la digitalisation de l'information. En tout cas, on a la volonté de se lancer dans la digitalisation de l'information. Donc les points importants qu'il faut savoir, la réflexion interne à avoir, etc. Et les tendances actuelles en ce qui concerne justement la partie e-learning. Le deuxième point important, ça va être la présentation d'une solution qui correspond justement aux tendances actuelles et à ce qui se fait de mieux, je pense, sur la partie e-learning, à savoir la solution Moodle Workplace, qui est la solution d'entreprise pour Moodle. Donc deux points, une partie un peu théorique, quelques slides, 5-6 minutes, et après on rentre vraiment dans le vif du sujet avec la présentation de l'outil, à la fois d'un point de vue apprenant et de l'autre d'un point de vue en fait administrateur et ingénieur pédagogique pour vous montrer la richesse des éléments pédagogiques que peut proposer l'outil. Avant de commencer ce webinaire, je vais juste présenter la structure qui est à l'origine de cette présentation. Donc, c'est la solution, c'est l'entreprise Innovation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Alors, pour ma part, moi, je suis Benoît Marchais, je suis responsable service client au sein d'Innovation. Innovation, c'est une structure qui a été créée en 2000 et qui compte 55 collaborateurs, qui fait 4 millions de chiffre d'affaires. Il reprend une partie de ce chiffre d'affaires pour concevoir des outils spécifiques. En nation, on est spécialisé dans l'e-learning. On est partenaire premium depuis 2002 d'une solution qui s'appelle Moodle. D'ailleurs, au niveau des services, enfin, au niveau des solutions qu'on propose, il y en a quatre principalement. La première, c'est Moodle. Certains peut-être d'entre vous ne connaissent pas. Je pense que c'est la solution la plus populaire, la plus utilisée dans le monde. Donc Moodle, c'est une solution open source. Et plus récemment, en fait, Moodle a mis en place une solution à destination des entreprises qui s'appelle Moodle Workplace, qui est la solution qu'on va voir aujourd'hui en relation avec cette thématique. Totara, on est Totara Platinum Partner, qui est un LMS également orienté entreprise avec beaucoup de fonctionnalités aux ressources humaines qui permettent de gérer assez finement l'engagement des utilisateurs, des apprenants sur la plateforme. Et puis je vous parlais de cette quote-part de chiffre d'affaires qu'on prend et qu'on reverse sous forme de recherche et développement. Bah, on est à l'origine en fait d'un développement spécifique qui s'appelle Aura Talent, qui permet de gérer les talents de l'entreprise et les plans de carrière des utilisateurs au sein d'une entreprise. C'est cette solution-là se greffant directement euh, au. Ah, il y a une coquille, ouais, merci, je corrigerai. Ouais. Euh, Merci beaucoup. Hein. Une faute d'orthographe sur le slide. Euh, donc, Aura Talent qui permet justement de se greffer aux différentes solutions qu'on propose. Voilà. Ensuite, au niveau des services que l'on propose, on couvre vraiment de manière assez large tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning, que ce soit en avant, conseil et audit, la formation des utilisateurs, donc avec un transfert de compétences, du développement spécifique. D'ailleurs, c'est principalement ce qu'on fait hein, et ce pourquoi l'innovation est connue. On développe spécifiquement un certain nombre de solutions, des plugins qui se greffent en fait à tous les LMS qu'on supporte. Et on fait de l'hébergement pour utiliser des plateformes pour digitaliser votre formation. Il y a le digital dedans, donc il y a de l'hébergement derrière. Donc il faut derrière des serveurs, etc., qui vont fonctionner pour dispenser ces formations en ligne. Donc nous, on est vraiment spécialisé à la fois dans le développement et l'hébergement. On a également un support de création.
peut être force de proposition sur de la création de contenu pédagogique. Et enfin, on s'occupe de tout ce qui est support directement derrière, des solutions qu'on propose, alors d'un support à la fois technique ou fonctionnel, avec une explication, enfin, des conseils sur les besoins nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. On est répartis sur 4 pays, la France, l'Irlande, la Pologne et plus récemment les États-Unis. Et donc différents clients, vraiment on a des clients répartis dans le monde entier, hein, 300 clients, des petits, des gros, des spécialisés dans la santé, la PHP, des sociétés comme Essilor, le ministère de la Culture, des Finances, etc. Plein de petits comptes aussi, des structures, des centres de formation, des auto-écoles, donc voilà, plein de petites structures comme ça. Au niveau du format de ce webinaire, hein, donc ça va être 35 minutes de présentation. Je vais essayer de tenir en fait hein, ces 35 minutes. À chaque fois, j'ai tendance à déborder, je suis bavard. Je vais essayer de tenir ces 35 minutes. Comme vous êtes beaucoup, je pense potentiellement qu'il peut y avoir beaucoup de questions. Ou il n'y en a pas, c'est que j'aurais été clair. Donc 35 minutes de présentation et ensuite on va compter 10 minutes de questions-réponses, sachant que je peux très bien déborder si besoin. Voilà, alors, premier slide. Un élément important quand on se lance dans la digitalisation de l'information, ça va être une phase de réflexion interne. Alors, je ne sais pas à quel niveau chacun, à quel moment vous êtes de votre réflexion. Est-ce que je trouve que j'enfonce des portes ouvertes hein, pour certains d'entre vous. Je vais essayer de prendre en fait le problème au début et puis après vous montrer effectivement la solution qui pourrait être intéressante pour vous. Donc je m'excuse encore une fois si vous avez déjà effectué cette réflexion et si j'enfonce des portes ouvertes dans votre cas. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant de se lancer dans le choix comment s'appelle, d'un choix d'outils qui va servir à dispenser effectivement les formations, hein, la transposition que vous avez faite de votre présentiel en distanciel, il y a une phase importante de réflexion. Une réflexion interne qui va consister à déjà évaluer la capacité de vos équipes à être justement les compétences ou les appétences à être en mesure d'accepter cette transformation et ce passage de la formation distancielle, de la formation, excusez-moi, présentielle en distanciel. Et puis également permettre derrière d'identifier des personnes qui vont être ce qu'on appelle des ambassadeurs du projet et qui vont vous appuyer à garantir la bonne évolution du projet. Il y a vraiment cette phase importante en amont de voir si le choix de l'outil est en adéquation avec les compétences et les appétences des équipes et d'identifier ces ambassadeurs qui vont pousser le projet comme il faut. Ensuite, on a il ne faut pas se leurrer, une révision à effectuer du catalogue de formation. C'est-à-dire que tout n'est pas transposable. Hein. D'ailleurs, j'entends, enfin, de plus en plus, on verra, on parlera des tendons juste après, de plus en plus, on abandonne le 100% e-learning. Hein. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle le blended learning, le contenu mixte, un enchaînement qui va être du présentiel et du distanciel. Et donc, bah, tout n'est pas forcément transposable en distanciel. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion de base sur faire un état des lieux des ressources et des objectifs de la formation qu'on souhaite mettre en place pour déterminer des process, des fonctionnalités attendues et se focaliser que sur les éléments qui seront transposables. Voilà. Donc deux choses importantes. La première, la plus importante étant vraiment l'évaluation des équipes. Beaucoup de projets ont capoté du fait d'un manque de communication en interne ou d'un manque d'adéquation entre les objectifs des collaborateurs et ce qui a été mis en place. Ensuite, quelques tendances. Encore une fois, ça se trouve, j'enfonce des portes ouvertes, il y a peut-être des spécialistes de l'e-learning derrière, mais mes excuses par avance. Les tendances actuelles, elles sont les suivantes. Alors, la première grosse tendance, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. C'est que ce soit d'ailleurs avant que l'utilisateur soit embarqué dans le parcours pédagogique, dans les choix qu'on va lui proposer, faire en sorte que justement, en fonction de ce qu'on connaît de lui, on puisse l'aiguiller vers les éléments qui l'intéressent, les formations pertinentes. Et puis une fois qu'il est embarqué dans la capsule pédagogique, dans ce que vous avez digitalisé, qu'il y ait des choses qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de la progression de l'utilisateur et de ce que vous connaissez encore une fois de lui. Donc, typiquement, en termes de message qui va être apporté, va être en mesure de l'adapter en fonction de la personne qui se connecte.
Avoir un outil qui permette d'avoir une richesse de contenu pédagogique importante, ça c'est un élément essentiel. Vous avez pas mal enfin, beaucoup de contenus pédagogiques qui peuvent être produits tout cas de contenus pédagogiques en ligne qui peuvent être transposés par votre présentiel par le biais d'outils auteurs. Je pense pour certains, enfin, vous connaissez Storyline, BTS, etc. Euh, L'utilisation de ces outils est intéressante parce que vous avez quelque chose de très performant derrière, mais il peut être chronophage et il nécessite généralement d'avoir de grosses connaissances justement dans la conception pédagogique par le biais de ces outils. L'avantage d'avoir un outil qui embarque déjà un certain nombre de parcours pédagogiques préformatés vous permettra d'aller plus rapidement dans la conception des outils et commencer progressivement. Donc ça suit en fait cette partie-là, l'implémentation progressive. L'idée étant si vous avez une plateforme qui vous permet d'utiliser beaucoup d'outils, vous allez pouvoir commencer pas à pas à utiliser les outils les plus simples et puis proposer déjà des offres de formation de ce type, voire en analysant le retour d'informations que vous pouvez avoir, encore une fois avec des outils existants, voir ce qui se passe et de corriger derrière, de changer le parcours pédagogique que vous avez mis en place. C'est ça qui est important de comprendre dans la digitalisation de la formation, c'est que rien n'est figé. À la différence d'un contenu présentiel, une fois qu'on a fait le contenu présentiel, c'est un peu compliqué de revenir et de faire des corrections de ce qu'on a dit en présentiel. Euh, Là, on a toujours la possibilité en fait de faire évoluer le parcours. Donc vraiment, d'avoir la capacité, d'avoir à disposition un certain nombre d'outils, de s'appuyer sur ces outils pour faire progresser le contenu pédagogique qu'on met en place, c'est un point important. Le mobile learning, bien évidemment, là, c'est évident, hein, il y a une étude qui montrait que, en tout cas dans le monde de l'entreprise, peut-être que tout le monde n'est pas dans ce cadre-là, mais en tout cas dans le monde de l'entreprise, où l'utilisateur a d'autres choses à faire que de se former, même si on peut lui octroyer un temps de formation. Je crois que c'est 7 minutes le temps dont dispose un utilisateur dans l'entreprise pour se former. Donc on est vraiment sur quelque chose ce qu'on appelle du rapid learning, où l'utilisateur doit être assez rapidement opérationnel dans la formation qui va suivre, d'où l'intérêt, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut appuyer facilement sur une application et démarrer en fait cette application pour démarrer une formation. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Le choix de la plateforme va permettre derrière d'avoir une application dédiée et pas seulement un contenu qui sera dit responsive, donc qui s'adaptera au contenu pédagogique, enfin, à la plateforme sur laquelle on l'exécute. Ensuite, il y a un point important, c'est la granularité des parcours. Être en mesure de choisir le type de grain pédagogique, du micro-learning, l'utilisateur rentre, fait une formation de 5 minutes, hop, on lui octroie un badge, on lui octroie une récompense qui va lui permettre après de suivre autre chose. Ou quelque chose de plus complexe, un programme certifiant. Beaucoup d'entreprises en France ont la nécessité, au sein de leurs employés, de justifier, enfin les employés ont la nécessité de justifier une compétence pour exercer leur métier. Bah, ça ne se traduit pas en une capsule rapide, capsule de micro-learning, mais ça va être quelque chose de plus étoffé. Et donc d'avoir un outil, enfin, une plateforme qui permet à la fois de faire du micro-learning, du rapid learning sur une application mobile et mettre en place un programme certifiant qui sera d'ailleurs dispensé en blended learning, c'est-à-dire avec un enchaînement de présentiel et distanciel, et est un atout majeur dans la mise en place de la digitalisation de la formation. Enfin, le dernier point, ça va être le reporting et le suivi. Il est bien évident que il est nécessaire d'effectuer un reporting et un suivi complet des apprenants pour pouvoir remotiver les utilisateurs si besoin, de relancer les utilisateurs si besoin, et d'avoir quelque chose qui permet d'attester que les utilisateurs ont bien validé, se sont bien certifiés, ont bien validé les parcours pour ensuite pouvoir les embarquer, pourquoi pas, dans d'autres parcours. Là, on va voir qu'il y a plein de choses qui existent dans la solution que je vais vous montrer après qui répondent en fait à toutes ces tendances-là. La possibilité de restreindre des accès par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, de l'embarquer, de lui proposer des choix pédagogiques par rapport à ce qu'on connaît de lui, d'embarquer directement du contenu pédagogique, d'implémenter de manière progressive, d'y aller pas à pas. Il y a une application dédiée qui existe. On a la possibilité, on va le voir, de créer plusieurs types de programmes de formation, que ce soit un cours simple avec une activité unique en micro-learning ou quelque chose de plus complexe, un programme qui va se faire sur une année entière. Et enfin, on a la possibilité de faire du reporting et du suivi derrière pour relancer, si nécessaire, les utilisateurs.
Dernier slide avant de rentrer dans le vif du sujet, qui, je pense, résume assez bien en fait la logique qu'on doit avoir de manière globale sur quand on fait un choix fait le choix en fait de digitaliser la formation. Ça va être d'arriver à un juste milieu, un équilibre entre la simplicité d'utilisation de l'outil et en même temps ses fonctionnalités. En gros, par rapport, encore une fois, à ce que vous connaissez de vos équipes, hein, les personnes à qui vous allez euh, dispenser ces formations digitales, proposer un outil qui soit simple, ergonomique, et, qui soit clair pour l'utilisateur dès qu'il est embarqué, et en même temps avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre peut-être d'apporter des plus-values régulières à cette offre de formation. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais qui n'est pas figé en fait dans le cas de la solution que je vais vous proposer, dans la mesure où on peut très bien partir avec des éléments très simples, et puis parce que les outils pédagogiques et les outils de suivi existent, va augmenter progressivement la complexité des parcours, la complexité, étoffer le parcours pour le rendre encore plus dynamique en rajoutant de la gamification, en rajoutant de la classe virtuelle, etc., etc. Donc rajouter des fonctionnalités pour permettre progressivement de faire évoluer l'offre de formation que vous proposez. C'est vraiment un juste milieu entre ces deux cas. Et la solution que je vais vous proposer, en fait, pour moi, répond parfaitement à cet équilibre, parce qu'elle permet à la fois, de manière simple, de pousser du contenu pédagogique, et également, elle dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre derrière d'étoffer l'offre de formation et de proposer, de pousser, en fonction de vos connaissances, vos compétences, de pousser des éléments plus interactifs avec des capsules pédagogiques plus poussées, qui sont d'ailleurs produites soit directement dans la plateforme elle-même, soit en externe par le biais d'activités propriétaires créées par le biais de soft comme Storyline, VTS ou Generali, etc. Alors, je vais arrêter le partage enfin, je vais arrêter ce PDF. Alors, j'ai une question directement par rapport aux slides. Oui, moi, il n'y a pas de souci hein, pour vous fournir les slides si vous le souhaitez. De toute façon, je vous dis, hein, cette vidéo, enfin, cette présentation est filmée, donc vous aurez la possibilité de la voir d'ici quelques jours sur YouTube, une fois qu'on aura fait les corrections nécessaires pour qu'elle soit bien lisible pour tous. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous demander à tous si c'est possible de me faire un petit ça fonctionne pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème de partage. Euh, et donc, je vais vous présenter la solution que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une solution qui s'appelle Moodle Workplace, qui est la solution de Moodle pour entreprise. Donc je vais commencer à me connecter directement en tant qu'utilisateur de cette plateforme. Ok, ça marche très bien. Donc, je vais me connecter dans un premier temps comme utilisateur, enfin, apprenant de cette plateforme pour vous montrer juste l'environnement, sachant que après je me connecterai en tant qu'administrateur pour vous montrer les différentes fonctionnalités et comment on les lance. Pour vous montrer la richesse, par exemple pédagogique, je suis forcément obligé de me connecter en tant que enfin, avec un rôle particulier. Hein. Donc l'idée vraiment dans un premier temps, c'est de vous montrer comment s'agencent les éléments, comment en fait, c'est montrer que c'est assez simple en fait d'embarquer les utilisateurs sur des parcours. Alors, il y a plein de choses hein, que vous allez comprendre là, notamment l'embarquement des utilisateurs, une fois que je vais vous montrer la partie administrateur. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez comprendre certaines fonctionnalités en suivant quand je me connecterai avec l'admin. Donc là, première chose, on a un écran d'accueil qui est propre donc en marque blanche à la structure. Alors, le premier gros intérêt de Workplace, c'est que vous pouvez en fait avoir ce qu'on appelle différentes entités. Donc là, moi, j'appartiens en tant que Vitaresto, en tant qu'utilisateur, à une structure qui s'appelle Vitaresto. Et je vais me connecter en tant qu'utilisateur de cette plateforme-là. Vitaresto, je vais voilà. Mais on pourrait avoir en fait plusieurs entités différentes. Donc en gros, euh, alors pour ceux qui sont encore sur euh, alors si le partage s'est arrêté, essayez de vous déconnecter, reconnecter. Normalement, c'est bon. Attendez, attendez, ok, je vais juste faire une déconnexion. Je vais recommencer le partage. Hein. Hop, partager mon écran. Bon, là, on a réussi à. Voilà, normalement, c'est bon, je pense.
Ok, donc je continue, hein. Donc je vais me connecter en tant qu'utilisateur de cette entité, mais sachez qu'il peut y arriver à avoir, en fait, à la place de VitaResto, sur une même URL, avoir différentes entités différentes. Alors, donc là, en gros, vous allez le voir, on peut, sur cette plateforme, avoir différentes pages de connexion en fonction de l'utilisateur qui se connecte. Donc là, je vais me connecter en tant qu'utilisateur, voilà, et je vais tomber sur le tableau de bord de cette solution. Alors, première chose, quand on rentre dans le tableau de bord, on arrive sur les deux éléments, les deux gros grains pédagogiques qui existent au sein de Moodle Workplace. C'est soit le cours, qui est une activité qui peut être utilisée en rapid learning, mais qui peut être aussi un peu plus étoffée. C'est un cours autonome, ou alors on va avoir un enchaînement en fait de cours avec le côté certifiant, donc un programme qui va nécessiter derrière de le faire de manière récurrente pour toujours être en adéquation avec la conformité avec ce que propose l'entreprise. Et puis, on a donc des cours qui peuvent être suivis directement. Alors, au niveau de l'ergonomie, on est sur quelque chose de très simple. L'utilisateur est embarqué. Moodle Workplace est un outil qui va se greffer à d'autres outils au sein de votre constellation d'outils internes, l'intranet, je ne sais pas moi, le réseau social d'entreprise, etc. C'est un outil qui se greffe, qui peut très bien facilement s'interconnecter avec d'autres vos outils d'entreprise. Donc les utilisateurs peuvent très bien être embarqués directement sans avoir à se reconnecter sur cette plateforme-là. L'utilisateur, quand il arrive donc sur son programme, sur un certain nombre de choses qu'il suit, et on a un seul bouton qui permet d'aller directement au dernier élément qu'il a vu. Là, on a un programme qui est un enchaînement de cours où l'utilisateur va suivre un certain nombre de parcours différents. Donc là, si je rentre dans un parcours, voilà à quoi peut ressembler un parcours dans Moodle Workplace. Donc, de la vidéo qui va être mise à disposition, un forum d'échange ou un forum d'annonce qui va pousser des informations directement à l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés. On a directement, à côté de ça, des vidéos qui peuvent être interactives, du quiz, la mise à disposition de certificats personnalisés, etc., etc. Donc on a la possibilité de construire un parcours pédagogique complet euh, qui peut d'ailleurs être soit simple, soit vraiment complexe dans la mesure où ça peut juste être un enchaînement juste de vidéos, hein, si on veut faire du micro-learning, auquel cas, si je reviens sur mon tableau de bord, mon programme sera vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, ou quelque chose de plus étoffé, où on va pouvoir avoir à la fois la prise d'informations de ressources, hein, où l'utilisateur va plutôt être spectateur, et puis de l'interaction avec de la vidéo interactive ou du quiz ou du forum où les gens vont échanger, etc. Donc voilà à quoi correspond en fait déjà l'embarquement de l'utilisateur au sein de la plateforme. On a également des cours en fait, des cours uniques où l'utilisateur va ponctuellement pouvoir s'inscrire selon un catalogue de cours ou selon des règles dynamiques que vous avez mis en place. Donc là, vous voyez que l'utilisateur, il a rapidement les derniers cours consultés, il a une vue globale de tous les cours avec la progression, tous les cours pour lesquels il est inscrit avec la progression correspondante, et il peut à tout moment rentrer dans un cours et commencer sa formation. Alors, je vous parlais de l'adaptive learning. L'adaptive learning, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, quand l'utilisateur est embarqué, bah, de récupérer des informations de lui pour derrière l'aiguiller vers déjà le discours qui lui convient le plus et derrière potentiellement des choses qui s'ouvriraient rien que pour lui. Donc là, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais en tant que parce que je suis connecté avec cet utilisateur, il y a des choses que je ne vois pas, qui sont cachées. Et vous les verrez uniquement quand je me connecterai en tant qu'admin. Et là, en gros, j'ai un cours qui commence avec une vidéo, et puis derrière, j'ai tout de suite après, en fait, une classe virtuelle qui pourra être lancée à une certaine heure, enfin, un temps donné, avec derrière, les gens vont pouvoir se connecter, utiliser la solution qui est utilisée, c'est Big Blue Button, mais on peut utiliser n'importe quelle autre classe virtuelle, comme notamment celle qu'on utilise actuellement pour cette présentation qui s'appelle Classilio. Et derrière, on a par exemple un test de positionnement qui va ouvrir peut-être quelque chose supplémentaire, hein, qui va permettre à l'utilisateur de se rattraper si la note qu'il a obtenue est mauvaise, ou commencer le suivi de la leçon. Vous voyez que j'ai une restriction d'accès qui dépend du questionnaire, s'il est validé ou pas. Et s'il est validé, je vais pouvoir suivre continuer mon parcours. Donc on a vraiment cette possibilité derrière de construire un parcours qui va être assez simple d'utilisation. Dès qu'on valide certaines étapes, on a en fait des critères de réussite qui s'affichent à droite et qui permettent d'informer à l'utilisateur s'il a ou non achevé le cours. Dans le cas d'un programme, si je reviens sur mon tableau de bord, l'utilisateur va valider ces différents éléments. Une fois qu'il a validé l'élément, il peut continuer à la suite au rythme qu'il souhaite. Alors, on peut construire un parcours de différentes manières, soit en faisant vraiment du 1-to-1, ça veut dire qu'en gros, je vais finir une capsule pédagogique et ensuite une seconde derrière, et ainsi de suite, ou alors
on a la possibilité de choisir parmi un ensemble de parcours proposés, différents choix de parcours. Vous voyez, là j'ai un ordre chronologique. Dès que j'arrive sur un espace, par exemple l'administration, là, je peux tout faire dans l'ordre que je souhaite, donc commencer par le CE de l'entreprise, vos droits et devoirs, etc. Alors, donc quelque chose d'assez fluide, pratique, on est vraiment sur quelque chose d'efficace. Et côté apprenant. Donc côté apprenant, on a un certain nombre de récompenses, on va le voir. Soit on obtient des certificats qui vont être envoyés par mail, soit on a des informations, des notifications qui nous permettent de dire, ben voilà, vous êtes embarqué sur un certain nombre de choses, notifications qui peuvent être mail ou web, dans le sens où je peux les avoir directement sur forme de capsule ici ou directement sur ma boîte mail. Et puis on a tout ce qui concerne les récompenses comme les badges, donc l'acquisition de compétences, etc. On peut vraiment en fait avoir, comme on le souhaite derrière, un retour d'information sur le niveau de l'utilisateur directement sur la plateforme. Les utilisateurs ont la possibilité de dialoguer entre eux, on peut avoir potentiellement du co-apprentissage, et, derrière, on a le suivi qui va bien, et l'utilisateur peut s'inscrire comme il souhaite, soit dans un process avec un workflow défini, où c'est l'utilisateur qui va choisir le parcours pédagogique, qui sera ensuite validé par son manager, soit c'est lui qui va directement aller piocher parmi un catalogue de formation. Alors, si je me déconnecte, non, je ne vais pas me déconnecter, je vais sortir de cet écran. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon partage? Encore une fois, arrêter le partage et revenir pour ceux qui ont encore une fois des problèmes. Voilà, donc là j'ai changé d'espace, changé d'environnement. Vous voyez que je suis sur le même URL, mais par contre, comme je me suis précédemment connecté avec une personne qui appartenait à une entité différente, l'environnement graphique change. Et du coup, on a derrière, là, j'ai innovation qui s'affiche, et pas du tout Vita Resto comme c'était le cas avant. Là, je vais rentrer en tant qu'administrateur et je vais vous montrer, en fait, essayer de vous montrer tous les différentes eh ben, fonctionnalités qui vont pouvoir vraiment vous permettre de produire un contenu digital vraiment très simplement. Donc là, je vais me connecter en tant qu'administrateur de la plateforme globale pour que vous puissiez voir l'ensemble. Mais on a des rôles qui peuvent être vraiment définis, très fins, et donc on pourrait avoir vraiment chaque fonctionnalité qui serait déterminée par un rôle précis dans nos WordPress. Je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes de partage d'écran. Je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Encore une fois, ce sera partagé. Je vais partager la vidéo, et si vraiment vous avez la volonté ou des questions bien précises, voilà, je vais me concentrer sur le mot de passe. Voilà. Voilà, si vous avez, si ce que vous avez vu précédemment vous intéresse, on pourra toujours en fait prévoir un rendez-vous un peu plus précis, où je vous présenterai de manière également précise les fonctionnalités de l'outil. Donc là, vous voyez, quand je me connecte en tant qu'admin, un administrateur peut très bien être dans la situation où lui-même se forme à un ensemble de parcours pédagogiques. Ce n'est pas parce qu'on est admin ou qu'on est formateur qu'on ne va pas être dans la situation où on va se former également. Sachez d'ailleurs que le rôle de formateur est un rôle qui est contextuel dans le workplace, c'est-à-dire que ça dépend de l'endroit où on se situe. On peut très bien être formateur dans un parcours et apprenant dans un autre. Donc là, bon, concrètement, le design ne change pas. Ce qui change, c'est qu'on a un certain nombre d'outils, enfin, d'éléments qui apparaissent, et notamment, vous parlez des entités, cette possibilité de créer des environnements graphiques et des environnements, des compartimentations d'offres de formation différentes, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai un certain nombre de types d'entités, et je vais pouvoir, en tant qu'admin global, naviguer entre ces différentes entités. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, l'entité. En jouant dans la gestion des entités, j'en ai plusieurs, et je peux en fait, vous voyez, avoir l'URL spécifique de connexion. Et je peux derrière en fait déterminer qui appartient à cette entité. Donc là, si je rentre dans cette entité, je vais pouvoir derrière avoir les utilisateurs qui sont attitrés à cette entité et avoir les administrateurs correspondants. Donc déjà, au sein d'une plateforme, vous allez pouvoir scinder, compartimenter vos offres de formation en fonction de ce que vous connaissez déjà des personnes qui vont se connecter à cette plateforme. Donc là, typiquement, ça peut être les services, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, vos clients, et puis vous formez également par le biais des entités vos collaborateurs, donc avoir deux espaces de formation différentes, avec des offres de formation différentes, même si
on pourra imaginer avoir des ponts entre ces différentes entités. Donc on a ce premier élément, l'entité. Ensuite, on a la structure organisationnelle. Donc je parlais d'adaptive learning. Pour adapter le contenu pédagogique à l'utilisateur, il faut avoir des connaissances sur l'utilisateur. Et un des points importants, ça va être de savoir déjà quel poste il occupe. Quelles sont les informations pertinentes que je dois savoir, le niveau, le diplôme, etc. Le maximum d'informations que je vais pouvoir emmagasiner, qui va me permettre derrière de créer en fait des règles qui vont, en fonction justement de ce que je connais de lui, pousser du contenu pédagogique et ou à l'intérieur d'un contenu pédagogique, lui fermer des portes parce qu'il n'y a pas de raison que je lui montre quelque chose de basique si, en fonction de son niveau, il le connaît déjà. Donc là, c'est le premier élément qui permet déjà de qualifier les utilisateurs dans Moodle Workplace, c'est la structure organisationnelle. Alors qu'on va pouvoir taguer l'utilisateur comme appartenant à une organisation, une position. Alors ça, c'est des arbres hiérarchiques que vous pouvez en fait gérer comme vous souhaitez. Moi, je suis parti sur une organisation qui était plutôt géographique avec derrière des services, mais vous pourriez très bien l'organiser comme vous souhaitez. Hein. C'est vraiment par formation, justement. Si vous avez la nécessité de comportementer vos utilisateurs par grosse thématique de formation, vous pourriez le fonctionner de cette manière-là. L'avantage, c'est qu'en fait, dès que vous taguez cet utilisateur comme étant lié en fait, à une organisation, une position, vous allez pouvoir créer directement ce qu'on appelle derrière, utiliser les règles dynamiques dans Moodle Workplace qui vont embarquer de manière automatique par rapport à des conditions que vous mettez en place les utilisateurs. Donc là, les règles dynamiques, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va être la possibilité de mettre en place des conditions qui, dès qu'elles sont remplies, vont générer des actions. Donc, parmi ces conditions, ça va être l'utilisateur appartient à la position suivante, par exemple, dans votre organisation. Ou je ne sais pas, dans son champ de profil, il y a quelque chose qui dit qu'il a 10 années d'expérience sur un élément donné. Donc vous allez pouvoir piocher un maximum d'informations, sélectionner ces utilisateurs et effectuer un certain nombre d'actions. Donc là, si je prends par exemple un test, donc je vais rentrer dans la construction de ces conditions. Vous voyez, j'ai plein de conditions. Hein. L'utilisateur a terminé un cours, l'utilisateur appartient à telle organisation, à telle position. Il a un champ de profil qui nous permet de déterminer qu'il est plutôt débutant ou qu'il a tant d'années d'expérience, etc., etc. Donc ça va être quelque chose qu'on connaît dès qu'il embarque sur la plateforme et la progression de ce qu'il va effectuer au sein de la plateforme. On met en place, on peut additionner ces éléments-là et dès qu'on a additionné des choses, on va pouvoir avoir le nombre de personnes correspondant à ces conditions-là. Donc là, j'ai 0 personnes parce que je n'ai pas beaucoup de monde, mais je pourrais après voir les utilisateurs qui correspondent à ces conditions. Et ensuite, je vais choisir les actions qui vont être générées derrière par le biais de ces conditions-là. Donc là, on a la possibilité d'envoyer des notifications. Donc relancer les utilisateurs. Quand un utilisateur est en retard sur une certification, quand un utilisateur a déjà validé une étape sur sa certification, etc., etc. Donc on va pouvoir lui délivrer un certificat, lui attribuer un badge, lui fournir une compétence, lui attribuer une compétence, le notifier régulièrement et l'inscrire à d'autres parcours de formation qui pourraient l'intéresser. Là, c'est un élément essentiel dans Moodle Workplace qui permet de faire fonctionner, de mettre en place une sorte d'AI, sans en être vraiment une, qui va automatiser un certain nombre de tâches. Donc, dès que vos utilisateurs vont avoir des informations qui correspondent, ils vont rentrer en fait dans une sorte de chemin qui va être balisé, qui va permettre quand même d'effectuer un certain nombre de choix par rapport à la progression qu'ils vont effectuer au sein de la plateforme. Différentes granularités de formation. Hein. On a le cours, le programme et la certification. Le cours, je vous ai montré ce que c'était, c'est un enchaînement d'activités de ressources. L'utilisateur va faire une classe virtuelle, ensuite il va faire un forum, ensuite il va faire quelque chose qui va pouvoir être très intéressant pour vous. Je vais vous montrer une activité qui s'appelle H5P en fait, dans Moodle Workplace, qui permet de concevoir à l'intérieur de Moodle Workplace du contenu qui va s'apparenter à ça. Donc, alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Rise. C'est quelque chose qui ressemble à Rise où l'utilisateur va en fait pouvoir d'avoir de la lecture, avoir des choses factuelles, du contenu, plutôt des ressources, et puis derrière il va avoir du questionnaire qui va lui permettre derrière de savoir, d'évaluer l'utilisateur avec du glisser-déposer, des choses très pratico-pratiques. Et comme ça, l'utilisateur va passer d'étape en étape avec à chaque fois de la vidéo, des éléments pédagogiques hyper interactifs. Donc là, on a ce cours avec un enchaînement d'activités de ressources, et puis ensuite, on va créer un programme. Donc l'utilisateur qui est embarqué dans un programme, il va avoir un délai pour le faire.
on va lui dire, voilà, maintenant, dès que tu es embarqué, tu as 4 semaines pour le faire. Donc, il y a cette notion de retard dans le programme. Et puis derrière, il va y avoir, une fois que le programme a été validé, qu'est-ce qui se passe en suivant? Est-ce que je l'inscris dans d'autres choses avec les règles dynamiques? La certification, c'est quelque chose qui va vous permettre d'attester d'une compétence et ce de manière régulière. Donc là, typiquement, une certification, si je rentre dedans, la certification, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un programme dans lequel on a une date d'échéance dès que l'utilisateur est embarqué, en l'occurrence là 4 semaines, et après, on a une date de validité de cette certification. Une fois que l'utilisateur a validé cette certification, au bout d'un an, il aura en fait il sera rappelé à l'ordre par la plateforme directement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, et il devra se reformer, soit sur ce parcours certifiant initial, soit sur quelque chose de différent. On retrouve également les règles dynamiques qui permettent derrière de relancer l'utilisateur si nécessaire. Enfin, on a la notion de certificat, ce qui fait qu'on peut gérer en fait des diplômes directement. Donc là, c'est quelque chose qui, encore une fois, va générer automatiquement. Alors là, on a un diplôme, mais ça pourrait être une attestation. Et puis, on a la notion de suivi de tout ce qui se passe sur la plateforme, avec par exemple là, un exemple de rapport de parcours pédagogique. Donc là, vous voyez à quoi ressemble en fait un rapport du programme dans Moodle Workplace. On a un état des lieux. Là, en tant qu'admin, j'ai la visibilité de tout le monde. Je pourrais très bien avoir une vue intermédiaire d'un manager où je vais avoir juste mon équipe qui suit les différents parcours. Et donc, j'ai à chaque fois qui a fait quoi avec la notion de retard, de validité et le parcours toujours en production. On va pouvoir derrière, en tant qu'administrateur, peut-être ajouter un bouton qui va permettre de relancer directement l'utilisateur pour le rappeler à l'ordre si besoin. On peut aussi planifier des envois. Il y a beaucoup à partir d'un certain niveau hiérarchique, des personnes qui ne sont pas intéressées par la plateforme, ou en tout cas qui ne feront pas l'effort d'aller voir ce qui s'y passe. Donc, vous pouvez très bien planifier des rapports qui seront envoyés en masse à différents utilisateurs qui répondent à des critères soit à l'appartenance de la position de l'organisation, soit tout simplement des personnes qui n'existent pas sur la plateforme et leur envoyer de manière régulière des rapports préformatés. Voilà, de différents formats d'ailleurs, on a différents formats possibles, donc soit comment s'appelle, soit du PDF, soit du Word, soit de l'Excel, etc. On peut les générer comme ça. Voilà pour les différents outils et l'exemple. Donc, directement, on a donc un ensemble de parcours pédagogiques. Donc là, je vais tout simplement vous retourner sur un parcours que vous avez vu. Si je vais dans mes parcours à moi, je suis moi-même inscrit à un parcours que je vous ai présenté. Voilà le cours tel qu'on peut le voir en tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire du cours lui-même. On a directement, en fait, vous voyez là, ça ressemble un peu à ce que vous avez vu au niveau de l'apprenant. La différence, c'est qu'on a des choses qui s'affichent, vous voyez, qui ne s'affichent pas pour l'utilisateur parce qu'ils vont s'afficher en fonction de la progression de cet utilisateur. Donc là, typiquement, ce sera disponible uniquement si l'utilisateur a une note inférieure à un certain niveau avant de commencer. Derrière, on va avoir la possibilité d'activer, en fonction du rôle qu'on a, activer le mode édition et concevoir le contenu pédagogique. Et donc, vous voyez, vous avez à chaque fois des petites thématiques qui sont présentes, donc, encore une fois, qui peuvent être restreintes par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, et on va pouvoir derrière rajouter des activités, des ressources. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer pour terminer, c'est que Moodle Workplace embarque en fait énormément d'activités et de ressources. On peut d'ailleurs limiter, on peut imaginer avoir un bouton où on restreint le nombre d'activités proposées, mais embarque un certain nombre déjà nativement énormément d'activités de ressources disponibles pour pouvoir concevoir du contenu pédagogique. Parmi ces activités pédagogiques, vous avez du coup le contenu interactif et vous avez également ce qu'on appelle le package Corm, qui va vous permettre à la fois d'embarquer du contenu qui a été produit à l'extérieur de Moodle ou du contenu qui a été produit par une agence dont c'est le métier de produire du contenu pédagogique. C'est vraiment un outil qui va vous permettre à la fois d'être force de proposition dans la conception du contenu et également derrière d'embarquer du contenu préformaté émanant d'autres plateformes. On retrouve le blended learning avec la possibilité de mettre en place de la classe virtuelle ou des événements présentiels, avec derrière la possibilité de s'inscrire à des sessions présentielles, avec derrière tout un système de messagerie où l'utilisateur va être informé de s'il est inscrit ou pas, ou si son inscription est sur liste d'attente. Voilà Moodle Workplace et tout ce qu'il peut proposer.
à l'intérieur. Donc je ne sais pas si ça a répondu à certaines de vos problématiques. Je vais arrêter mon partage et juste vous informer pour finir que on est, on est présent à certains rendez-vous hein, futurs qui arrivent, notamment le salon e-learning expo qui n'a pas été annulé cette année. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller. Nous, on y sera en fait, et on fait d'ailleurs, on anime un atelier avec la PHP qui témoigne justement sur sur les différentes étapes et ce qu'ils ont vécu sur la mise en place de la digitalisation de l'offre de formation, avec notamment toutes leurs réflexions et derrière en quel sens l'innovation a été force de proposition et a répondu à certaines problématiques. Et donc n'hésitez pas à venir, hein, c'est sous forme d'atelier et c'est avec plaisir qu'on répondra avec vos questions également si vous en avez à ce moment-là. On a aussi un webinaire qui est plus dédié, un webinaire dédié à Moodle, jeudi 8 octobre sur les thèmes Moodle. Vous pouvez de manière assez simple choisir le thème, enfin, l'agencement de votre parcours, de votre plateforme, et ça fonctionne par le biais des thèmes. Donc c'est à ce moment-là qu'on montrera ces différents éléments. Alors je vais maintenant répondre à différentes questions. Alors encore une fois, désolé pour ceux qui n'ont pas eu le partage d'écran. Euh, alors première chose pour rassurer tout le monde, oui, vous avez vraiment en fait la possibilité d'avoir derrière la partie vidéo. Enfin, on va enregistrer cette présentation, donc vous pourrez la voir après directement sur YouTube. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, Moodle Workplace, oui, le public de Moodle Workplace initialement était à destination plutôt des entreprises, mais par expérience, maintenant qu'on a un peu de retour, hein, c'est une solution qui était quand même assez récente, hein, qui a un an, même si derrière la structure qui est à l'origine de cette demande, elle est, enfin, de cette solution, elle est très ancienne. La solution en elle-même est très récente, elle a un an et demi maintenant. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est pas que pour les entreprises. Nous, on a pas mal de, comment ça s'appelle, d'institutions qui utilisent ce type de solution, et notamment pas mal de centres hospitaliers. On a pas mal de centres de formation qui ont besoin de produire du contenu pédagogique par client. Et puis alors, dans ce qui concerne la question, oui, effectivement, il y a aussi pas mal de freelances qui sont spécialisés dans des offres de pédagogique, enfin, des offres de formation de niche, qui étaient exclusivement présentielles et qui maintenant sont plutôt enfin, distancielles avec l'apparition de la Covid et qui ont fait le choix de partir sur Moodle Workplace parce que justement, on a cette offre qui permet de compartimenter les utilisateurs et en même temps avoir cette souplesse de les faire communiquer entre eux si besoin. Alors je l'ai dit pour les slides, il n'y a pas de souci, on peut très bien vous fournir les slides, il n'y a aucun souci. Alors, il y en avait qui étaient plus ou moins sur le jeu. Je reprends le listing global. Hein. Impossible de se connecter. Donc il y avait des problèmes effectivement de partage d'écran, donc toutes mes excuses. Ok, très bien. Il y a eu pas mal de. Je suis désolé, hein, j'ai pas pu prendre, mais voilà. Alors voilà, oui, alors oui, effectivement, j'ai une question sur, enfin, plutôt une remarque sur la possibilité d'ouvrir Moodle Workplace sur des clients externes. Alors c'est aussi comme ça que c'est utilisé, comme ça que ça a été vu en fait hein, au sein de l'entreprise. L'idée étant de compartimenter à la fois les services à l'intérieur de l'entreprise, mais également proposer des offres de formation à des clients externes. Si vous êtes fournisseur d'offres enfin de logiciels, par exemple, bah, vous avez certainement des offres de formation qui sont proposées. Ça peut être intéressant, effectivement, bah, déjà de former en interne par rapport à un embarquement d'utilisateurs, enfin de collaborateurs au sein de la structure, et former vos clients sur les différentes solutions que vous proposez. Oui, c'est vraiment comme ça que ça a été vu. 10 000 apprenants, c'est possible, cette plateforme, ou bien plus, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, en fait, il faut comprendre, c'est que la solution elle-même peut très bien fonctionner avec énormément de gens de connexion. C'est plutôt la connexion simultanée qui va déterminer ce qu'il va falloir mettre en place derrière, sachant qu'en fait derrière, c'est l'hébergement en fait qui va être va générer le tarif en fait hein, qui va être proposé. C'est une solution web. Il faut forcément que elle tienne la route. Hein. Et donc c'est en fonction, on peut même aller au-delà. Hein. Vous avez pas mal d'universités qui fonctionnent avec beaucoup plus que
que 10 000 apprenants. Oui, que 10 000 apprenants. Donc on peut très bien en fait imaginer cette solution avec 10 000 apprenants. Quelles sont les différences Quelles sont les différences avec Tutor LMS ou WordPress? Alors là, je ne connais pas Tutor LMS, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse différence avec WordPress. Étant moi-même de l'agence web, je connais parfaitement WordPress. En fait, WordPress est ce qu'on appelle un CMS. En gros, vous ne dispensez pas de la formation. En fait, en tout cas, on pourrait effectivement le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer la digitalisation d'une formation, finalement, c'est rien d'autre que prendre du présentiel et le transposer de manière assez basique sur un site internet et donner le lien à un utilisateur. Mais c'est ce que j'ai tenté de montrer, alors j'ai peut-être pas été assez clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la digitalisation, c'est pas juste j'embarque quelqu'un à un instant T, et puis peu importe ce qui se passe avant, après. Il y a vraiment un rôle d'embarquer l'utilisateur dans quelque chose de plus global, à la fois dans le choix de ce qui va justement être proposé, dans le suivi de ce qui va être proposé, dans la richesse du contenu pédagogique, dans la conception de cette digitalisation, et également dans le renouvellement de cette digitalisation. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dans WordPress. Il faudra forcément le faire sur un outil plus global, un outil qui peut être force de proposition par le biais des outils qu'il propose pédagogiques, ou qui est en mesure d'incorporer du contenu externe, mais pas WordPress. Alors après, vous pouvez utiliser WordPress comme gestion de contenu pour communiquer, vendre vos produits si vous avez besoin. Et là, on peut très bien imaginer le couple WordPress Moodle Workplace, où l'utilisateur va naviguer sur l'offre de formation par le bas de WordPress, acheter une offre de formation et après être embarqué sur la formation elle-même par le biais de ce qu'on appelle le LMS, Learning Management System, en l'occurrence Moodle WordPress. Donc pour moi, il y a vraiment une grosse différence dans les capacités hein, de contenu proposé et dans le suivi de ce qui peut être fait derrière. Est-ce que sur Moodle classique, on peut créer différentes entités? Alors oui, c'est possible avec un plugin dont on a à l'origine qui s'appelle Multitenancy. Il ne faut pas se leurrer, ce sera beaucoup plus simple à utiliser sur Moodle Workplace que le multi-tenancy qu'on a mis en place spécifiquement pour Moodle classique. Donc oui, c'est possible. Après ça, je vous invite en fait à revenir vers moi pour que je vous présente justement ce qui se fait pour les différentes écoles. Nous, on a du coup la PHP par exemple qui fonctionne avec ce multi-tenancy dans Moodle directement, qui permet de compartimenter l'offre de formation et l'environnement graphique de ces offres de formation. Mais encore une fois, il y a des questions, enfin, et des questions additionnelles à avoir quand on fait ce choix. Oui, alors les slides sont envoyés, excusez-moi, avec un lien directement vidéo plus les slides sur un mail ce soir normalement. Quels sont les coûts d'acquisition de Workplace et quelles sont les spécificités par rapport à un modèle classique? Alors, pour faire court, euh, donc les coûts. Euh, le coût principal, c'est l'hébergement. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fonction du nombre d'utilisateurs attendus, on va déterminer en fait la capacité serveur. Donc en gros, c'est comme un site internet. Si vous faites de la vente en ligne et vous attendez énormément de clients, il va falloir quelque chose de costaud. Si en fait le nombre de personnes qui naviguent au sein de au sein de votre cours, au sein de votre plateforme, elles ne sont pas énormes, là dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'un gros serveur. C'est le nombre d'utilisateurs attendus qui va déterminer la capacité serveur et donc le coût. Après, la différence de coût, en fait, Moodle, headquarter de Moodle, donc Moodle siège, attend un certain niveau de prestation quand on propose Moodle Workplace. Donc, ce sera forcément sur du serveur dédié. Donc il y aura une différence de coût entre ces deux. C'est pas énorme au vu de certaines fonctionnalités intéressantes de Moodle Workplace, mais qui existent. Là, franchement, pour être le plus précis possible, il faudrait qu'on prenne ensemble un rendez-vous. Je vous explique un peu le fonctionnement. Ok, donc ça, si vous voulez prendre contact avec moi, il n'y a pas de souci pour avoir une estimation plus précise du coût de telle ou telle solution. Quel outil collaboratif et ou communication proposez-vous? Alors, en outil collaboratif, l'avantage de Moodle Workplace, c'est qu'en fait, il en embarque déjà pas mal. De manière asynchrone, on a le forum, de manière synchrone, on a du chat, et on a la possibilité d'utiliser la classe virtuelle. On a des choses qui sont embarquées directement
nativement. Mais vous pouvez greffer tout ce que vous voulez derrière qui va permettre en fait d'échanger. En outil collaboratif, on peut très bien imaginer avoir un partage de documents où les gens vont pouvoir produire. Et là, auquel cas, vous avez énormément de plugins qui existent. Collabora pour ne citer plus pour l'instant, et vous avez aussi Teams ou comment ça s'appelle ou, OneNote ou SharePoint, enfin des choses qui vont pouvoir être greffées en tant que plugin à ces différentes plateformes. Et donc vous permettre de faire de la production de contenu collaboratif. Donc là, il y a plein de choses. Encore une fois, ça, si vous voulez qu'on fasse le détail des différents outils, on peut. Enfin, n'hésitez pas encore une fois à nous communiquer vos dates et on pourra vraiment faire une demi-heure, ce sera une demi-heure de présentation sur les différents outils spécifiques qui correspondent au co-apprentissage ou à la collaboration inter-apprenant ou interformateur. Alors, quel est le temps moyen de cette formation, de cette solution? Et bien justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il y a pas. Alors, le temps moyen de formation, vous pouvez juste, parce que ça peut être interprété de deux manières. Le temps moyen pour les utilisateurs pour se former dans l'outil, pour être en mesure de proposer un contenu, ou le temps moyen des capsules pédagogiques qui sont dispensées sur cet outil. Est-ce que vous pouvez juste préciser? La réponse ne sera pas la même, bien évidemment. Je vais y répondre plutôt que vous y répondiez, enfin, vous posiez la question. Le temps moyen pour se former sur la solution pour après être autonome, c'est 2 jours. Après, ça va être comme n'importe quelle solution, la- le temps que vous y consacrez et votre capacité à produire du contenu directement. Si vous y passez régulièrement de temps dessus, vous serez autonome plus rapidement que celui qui va y proposer des offres de formation une fois tous les 2 ans, quoi. Ça, c'est pour le côté ingénieur pédagogique, à partir de quel moment je suis autonome pour concevoir un contenu dans cet outil-là. Après, dans le contenu qui est proposé, le temps moyen de formation, ben, ça dépend de vous. Ça dépend déjà le ressources qui sont à votre disposition, la transposition que vous allez faire de votre contenu présentiel. Et c'est l'avantage du coup de cet outil, c'est qu'il peut être, vous pouvez proposer une formation en micro-learning, en rapid learning, où bah, ça va être 7 minutes, 2 minutes, l'utilisateur va voir une vidéo qui plus est interactive où il va pouvoir en même temps qu'il fait sa vidéo répondre à des questions, etc. etc. Et ça va être très court. Ou alors, quelque chose de beaucoup plus étoffé, un programme beaucoup plus conséquent avec un ensemble de cours et d'étapes qui pourront être validées dans le temps. Alors, préciser que beaucoup de centres de formation utilisent Workplace pour des parcours personnalisés, mais on peut également inscrire un utilisateur dans plusieurs cours sur Moodle et lui créer son propre parcours, même s'il n'a pas les dates. Est-ce vraiment pertinent pour les centres de formation de basculer vers Workplace? Alors, c'est pertinent évidemment si vous avez cette nécessité de compartimenter vos utilisateurs. Typiquement, vous êtes centre de formation et vous avez la nécessité de proposer des offres de formation à des clients spécifiques avec un environnement graphique spécifique. Pour moi, c'est un plus en fait. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va être embarqué, il va pas être embarqué dans votre plateforme de formation, il va être embarqué sur la plateforme de formation de l'entreprise auquel vous avez fourni le contenu pédagogique. Donc que ce soit au niveau marketing, communication en interne, vous proposez quelque chose qui lie le client à votre centre de formation. Et vous n'êtes pas juste en fait centre de formation, les utilisateurs vont piocher du contenu, le suivre de manière, je veux dire, de manière unique ou plus ou moins régulière sur votre contenu, sur votre plateforme, et après partir et être en mesure de suivre un autre contenu sur un autre centre de formation. Vous allez en fait proposer un environnement graphique pour votre client. Ça, c'est un point qui est intéressant. Et vous avez cette compartimentation d'offres de formation qui vous permet à la fois de désigner un administrateur d'une entité et de rendre autonome du coup cet utilisateur à produire du contenu pédagogique dans son environnement propre et pas dans votre parcours, dans votre plateforme de centre de formation. Voilà, enfin, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut avec Moodle, hein. On peut arriver à le même résultat, mais Moodle Workplace va plus loin. Excusez-moi pour ma voix qui commence à plancher de mon côté. Bah, si vous hésitez encore de votre côté, franchement, n'hésitez pas à me contacter et c'est avec plaisir que je ferai une démonstration plus précise en faisant le pour et le contre. D'ailleurs, il existe un document qui fait qui fait l'état des lieux de ce qui existe dans Moodle et pas dans Moodle Workplace. Et je vous assure que ça peut être un plus par rapport à un montant qui n'est pas énorme. Sachant qu'en fait, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Moodle,
Workplace, vous avez Moodle. Alors que tout ce que vous connaissez, les cohortes, les activités, les ressources existent dans Moodle Workplace. Mais ce qui va par contre être plus intéressant, c'est l'embarquement, le suivi et ce côté compartimentation qui apporte vraiment un plus. Sont plus que des sites web, ce sont des plugins KMS intégrés à WordPress. Alors, je ne connais pas trop hein, les plugins qui peuvent être intégrés à WordPress, excusez-moi, je propose peut-être ça. Le seul élément que je connais, c'est HTMP qui peut effectivement être déjà greffé à WordPress. De manière générale, j'ai tendance à vraiment percevoir le CMS WordPress, excusez-moi, comme vraiment un CMS. Alors, on peut faire office de e-commerce, qui est un moyen de communiquer, pas qui est un moyen de former. Alors, pour moi, il y a des lacunes, hein, il y a des choses qui manquent, qui mériteraient peut-être d'être. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion à avoir sur voilà ce qui existe sur WordPress, voilà ce qui existe sur Moodle ou d'autres solutions. J'ai cité Moodle ou d'autres LMS. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui doivent manquer en termes peut-être de richesse pédagogique sur WordPress. Et, ces plugins gèrent le SCORM. Oui, les plugins peuvent être gérés sous forme de SCORM. Vous pouvez très bien incorporer du SCORM dans ce LMS, que ce soit Moodle ou Moodle Workplace, ou Totara d'ailleurs. Vous les play. Mince, je ne sais plus ce que je vois les play. Je suis les questions au fur et à mesure. Alors attendez, je vais essayer de voir. Vous les play. Oh, je ne sais pas de ce que je vois les play, je suis désolé. Euh, N'hésitez pas, Florence, à me contacter directement. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je pourrai y répondre. Et puis, du coup, ce que je dois appeler. Excusez-moi, hein. Alors, j'ai une question. L'accès utilisateur est-il possible par des collaborateurs de la société en déplacement sans matériel informatique, mais seulement avec un smartphone personnel? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il existe une application iOS et Android, hein, qui s'appelle Moodle Workplace, qui peut être téléchargée donc, sur les plateformes iOS et Android. Et donc, l'utilisateur peut utiliser son smartphone personnel pour se former. C'est vraiment un point intéressant pour ces deux solutions-là. Ces trois solutions-là, parce que sur les solutions qu'on propose aussi, il y a Totara hein, qui existe et qui permet de le faire. Moodle Workplace et les plugins sont-ils dans l'offre UGAP? Oui, dans l'offre UGAP, c'est un moyen de proposer, de répondre à des appels d'offres de manière un peu courte. Donc oui, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Vous avez un ordre d'idée d'un taux de complétion des parcours sur ce LMS? Alors, là, pour le coup, je vais prendre ce qui concerne l'activité pédagogique, et là, on rejoint en fait les taux qui sont ceux de Moodle classique. Et c'est énorme parce qu'en fait, comment ça s'appelle, pas mal de centres de formation et pratiquement toutes les universités utilisent Moodle. Là, pour le coup, le taux, le taux est assez important, quoi. Alors, j'ai pas l'ordre d'idée, mais c'est quand même assez conséquent. Après, ça peut être amélioré de toute manière, même si ça peut débarrer bas, peut être amélioré par le biais justement des relances et ce côté en fait règle dynamique qui va pouvoir relancer l'utilisateur et adaptation du parcours pédagogique en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur peut être un plus. Merci de me contacter. Ok, je le ferai hein, par mail pour la personne qui m'a contacté. Alors, Moodle Workplace et Moodle ont les mêmes outils. Quelle différence et quel est le plus pertinent pour une école ou un centre de formation? Là, c'est difficile d'y répondre comme ça sans vous connaître. Franchement, c'est là. Là, j'ai pas de réponse toute faite. Je vais pouvoir vous proposer potentiellement des choses qui vont vous intéresser par rapport à votre process sur Moodle, moyennant des plugins supplémentaires. Et ou bah, peut-être que ce sera effectivement Moodle Workplace par sa simplicité d'utilisation, par l'embarquement des utilisateurs qui se fait du coup plus simplement, par le biais des rapports qui sont proposés qui n'existent pas forcément en standard dans Moodle. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir ensemble, m'expliquer quels sont votre mode de fonctionnement, quelles sont vos contraintes dans le process d'embarquement de vos utilisateurs,
C'est là, moi, enfin, je peux pas le faire là, comme ça, il faut qu'on en discute. Voilà, j'ai pas de réponse toute faite là, il faut vraiment qu'on en discute. C'est loin de moi l'idée de vous demander absolument qu'on se contacte, hein, c'est pas. Mais c'est que là, il y a vraiment nécessité de discuter pour connaître de manière plus précise votre besoin, pour vous aiguiller vers la solution qui répond le plus à vos besoins. Ça se trouve, ce qui va sortir de cet échange, c'est qu'en fait, c'est ni Moodle Workplace, ça va être Totara, par exemple. Ouais, il y a des choses qui peuvent être. Pas qui nécessitent forcément d'avoir une discussion. Je suis ingénieur pédagogique, la maîtrise totalement, je maîtrise totalement votre approche. Je suis plusieurs projets internationaux. Ma question première, elle est coût, voilà, le coût qui peut être appliqué à cette solution. Voilà, enfin, j'ai répondu partiellement, mais ça dépend du nombre d'utilisateurs. Et ça, encore une fois, si vous avez une idée beaucoup plus précise, il faut nous contacter directement pour qu'on sache exactement ce qu'on peut proposer. Le social learning est intégré, pour préciser la question, sur un même parcours. Est-ce que je peux échanger avec les autres participants afin d'emmener les équipes vers la société apprenante? Alors oui, ça existe. Alors je réponds vraiment de manière brute. Oui, les outils existent. Vous avez des outils externes qui peuvent être greffés, qui vous permettent de faire du social learning. Après, c'est peut-être pas les outils qui vous plairont le plus ou qui vous satisferont le plus par rapport à ce que vous avez l'idée du social learning. Donc là, pareil, vous avez en fait un plateforme qui est montée là récemment qui s'appelle Tutor Engage, qui vraiment permet du coup d'engager l'utilisateur avec cette notion de social learning. Ce serait intéressant de voir ce que vous avez en tête quand vous parlez de social learning et quel outil vous avez en tête pour ça. Là, qu'il y ait un échange entre nous pour que je puisse vous aiguiller vers la meilleure solution possible, sachant qu'encore une fois, on peut très bien, il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans, on peut très bien greffer, enfin, créer un pont entre les plateformes qu'on vous propose et l'outil externe. Ok, on pourrait avoir le document, oui bien sûr, le document qui consiste à comparer, j'imagine, l'offre de formation Moodle et Moodle Workplace, ou même le document de présentation actuel, il n'y a pas de problème pour le fournir. Euh, alors là, Lionel, je m'adresse à vous directement par rapport à la différence entre Moodle, Workplace et Totara. Encore une fois, ça nécessite d'y aller, enfin, d'être plus précis dans le choix, quoi. Enfin, en tout cas, de rentrer dans le détail de vos besoins pour vous aiguiller sur la formation, enfin, sur la solution la plus pertinente. Oui, oui, on fait part d'un plugin qui existe qui permet de synchroniser les utilisateurs avec une solution WordPress et une solution d'ailleurs d'e-commerce, la solution e-commerce de WordPress, bien évidemment. Il y a, il y a- il y a énormément de plugins, hein. Il n'y a pas que ce plugin-là qui fait du WordPress VS, enfin, qui synchronise WordPress vers Moodle classique. Il y a aussi en fait plein d'outils qui permettent de remarquer les utilisateurs, l'annuaire de l'entreprise, LDAP, et de créer des SSO qui vont permettre aux utilisateurs mais qui sont connectés à votre intranet de se connecter directement à votre plateforme sans avoir à se reconnecter, enfin retaper le mot de passe. Comparatif Moodle et Moodle Workplace, ok. Et ben, je crois qu'on a fini sur les questions. On a pas mal débordé. Je pense que. Alors, non, j'en ai une qui est. Attendez. Euh, comment peut-on organiser comment peut-on organiser un rendez-vous? Là, je reprendrai contact directement où la personne qui est à l'origine de ce webinaire, Audrey Colmer, reprendra contact avec vous dès que, en fonction, je note juste votre nom et je reprendrai contact avec vous. Enfin, n'hésitez pas, normalement, vous avez notre mail à info@innovationsolutions.fr. Vous rebondissez sur le webinaire qu'on vient d'avoir et vous dites que vous avez besoin d'un entretien avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, une démo sur une des solutions et on discutera ensemble. Voilà, il est midi 4, je pense on va s'arrêter là, tout le monde va manger. Moi également. Je vous souhaite à tous un bon appétit, j'espère que j'ai été clair. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à venir au salon du Learning Expo sur Paris, Porte de Versailles, si vous avez besoin justement qu'on voit en direct cette démo et ces questions, cette réflexion, avec masque, gel hydroalcoolique, etc. Pas de souci, on fera
prise en compte des mesures de sécurité sans aucun souci, hein. Et prochain thème, donc pour ceux qui étaient intéressés, le thème